Alors, je vais commencer, bien que je ne sais pas du tout s'il y a des gens, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je fais, live stream. Donc merci beaucoup à tous, de venir sur cette chaîne, sur ma chaîne et voilà. Donc pour l'instant, je n'ai aucune idée s'il y a des personnes. C'est ma toute, 1re fois. Donc on va commencer et merci en tout cas, d'être là, si vous êtes là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les comportements difficiles en classe, Montessori en particulier. Alors, entre observation, compréhension et discipline positive. Donc, bonjour à toutes, je suis Karine de Mentorsori et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet que nous rencontrons tous, quel que soit le contexte, les comportements dits difficiles chez les enfants. Mais avant, de parler de gestion, hein, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se demander: qu'est-ce qu'un comportement difficile en réalité? Parce que c'est vrai qu'une personne, va définir un comportement difficile, alors qu'une autre personne va identifier ce comportement pas forcément difficile. Donc c'est aussi une perspective, qu'on a tous en fonction de nos attentes, en fait. Donc ça, c'est aussi important d'identifier quel comportement, qu'est-ce qu'on entend par un comportement difficile. Parce que souvent, on emploie cette expression, mais chacun y met quelque chose de différent. Et oui, on a tous des attentes différentes. Alors, donc première chose, qu'est-ce qu'un comportement difficile? Donc j'aimerais bien savoir, si vous êtes là, si vous pourriez me commenter, faire un petit commentaire pour vous, qu'est-ce qu'un comportement difficile? Donc là, je regarde. Show comments on stage. Ah, OK. Donc je continue parce que je ne vois pas de commentaires, donc j'imagine qu'il n'y a personne. Je ne vois pas non plus de yeux, donc je ne sais pas du tout si je suis vraiment live ou pas, mais je continue. Alors, donc un comportement difficile, c'est tout simplement un comportement qui dérange l'adulte ou qui perturbe le fonctionnement du groupe. Mais ce qui est perçu comme difficile n'est pas universel. Et oui, ce qui est insupportable pour un adulte peut sembler insignifiant pour un autre. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se poser la question. Parce que souvent, on va peut-être dire: «Ah, mais il est insupportable» et puis finalement, pour une autre personne, cela n'est pas le cas. Alors, une enseignante, par exemple, peut trouver qu'un enfant qui parle sans lever la main est difficile, alors qu'une autre verra simplement un enfant expressif. Donc ça, c'est vrai, ça peut être, quelqu'un qui peut être un enthousiasme, ou alors une autre enseignante pourra penser qu'il est désobéissant. Donc voilà, donc tout dépend de la perspective de la personne, en fait, de l'adulte. Alors, un parent, peut trouver que son enfant ne tient pas en place ou alors, qu'un autre y verra de la vitalité, de la curiosité. C'est ce qui c'est pour moi, c'était toujours comme ça. Et donc, avant toute chose, il faut définir ce qu'on observe, pas ce qu'on interprète. Et ça, c'est vraiment, un point essentiel. Alors je répète, il faut définir ce qu'on observe, pas ce qu'on interprète. Et là, l'approche Montessori rejoint complètement la discipline positive. On observe, on analyse le contexte et on essaie de comprendre le besoin derrière le comportement. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous, notre perspective, par rapport à notre, interprétation par rapport au comportement de l'autre, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Eh bien, finalement,
Est-ce que c'est pas, il faut aussi prendre en compte certains éléments. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus fatigué que d'autres moments? Est-ce que, heu il y a est-ce qu'on n'a pas faim? Est-ce qu'on n'en a pas ras-le-bol? Et donc on est un peu à fleur de peau. Alors que le comportement que nos enfants ou de nos conjoints ou de nos amis, ben, en temps normal, bah, ça ne nous dérangerait pas. Sauf qu'aujourd'hui, on est un peu plus fatigué, on est un peu plus, voilà, on est un peu plus à fleur de peau. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça nous agace. Alors on continue donc, identifier les critères à observer. Ben oui, parce qu'il faut aussi, se refléter sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors quand un enfant, par exemple, a un comportement difficile, il faut regarder l'environnement dans sa globalité, pas seulement l'enfant. Voici quelques critères à examiner, bien sûr. Le moment de la journée. Alors ça, c'est vraiment très important, le moment de la journée. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est fin d'après-midi? Est-ce que c'est juste avant le repas? Et tout ça, c'est des éléments importants parce que, à chaque moment de la journée, notre corps, est en variance. Peut-être qu'il a besoin de plus de glucose, peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments, hein, qu'il faut pas, il faut pas négliger. Et il y a la faim, donc ça, c'est le deuxième critère. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais je vais en donner quelques-uns ce soir aujourd'hui. Et à la fin, est-ce que l'enfant a déjeuné? Prendre ce petit déjeuner, par exemple. Heu, est-ce que il y a la fatigue, hein, ça c'est, le 3e critère. Il y a la fatigue. A-t-il bien dormi? Est-il épuisé? Donc ça aussi, on a des attentes, mais fondamentalement, est-ce que l'enfant, n'arrive pas épuisé? Est-ce qu'il a passé une bonne nuit? Est-ce qu'il est malade, par exemple? Il a potentiellement, un petit rhume qui fait qu'il est beaucoup plus fatigué, il répond moins bien à nos attentes, il va être plus, voilà, il va être plus dans la demande d'être à côté de nous ou alors, d'embêter tout le monde parce qu'il peut rien faire finalement, parce qu'il est tout le temps fatigué. Donc c'est ça aussi, il faut prendre ça en compte. Il y a le bruit, la lumière, la température, parfois le corps réagit avant la tête. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Parfois, il y a trop de lumière, parfois il y a, un bruit, moi je me souviens que quand je travaillais en Angleterre, j'ai travaillé dans une école pour les enfants avec des besoins particuliers et donc il y avait un autiste, un enfant, qui était, du spectrum, enfin de l'autisme, pardon. Hem Et en fait, cet enfant-là, je le sentais bien. Moi, je ressentais que, le bruit du ventilateur qui faisait fonctionner, le tableau blanc, qui était donc un tableau où on pouvait avoir accès à internet, l'affectait profondément. Et c'est pas pour autant qu'on a, comment dirais-je, arrêté, comment dirais-je? C'est pas pour autant qu'on a arrêté, le c'est pas pour autant qu'on a arrêté maintenant je vois où c'est, d'accord. C'est pas pour autant qu'on a arrêté le tableau, hein, donc ça c'est important de savoir ça. Alors le bruit et donc ça on en a parlé. Il y a aussi le climat émotionnel du groupe. Oui, parce que parfois il y a beaucoup de tension, il y a de l'agitation, il y a des frustrations. Donc tout ça, parfois on arrive le matin et il y a beaucoup, beaucoup de tension dans la journée, hein, il y a le dynamisme du groupe est, particulièrement, tendu et il y a le besoin de mouvement. Donc certains enfants ont besoin de bouger pour se réguler et ça, parfois dans certaines classes, eh bien, on ne met pas en place donc ce besoin-là. Et donc du coup, il y a une frustration qui s'installe. Du coup, il y a véritablement un manque physiologique, on va dire, donc qui peut provoquer des comportements inappropriés. Donc voilà. Alors souvent, un comportement dit difficile n'est pas un problème d'éducation, mais un signal
physiologique ou émotionnel, hein. L'enfant ne choisit pas d'être difficile, il exprime quelque chose qu'il ne sait pas encore dire autrement. Donc, premier exemple, je vais vous donner un exemple, hein. Heu, 1 exemple, l'enfant qui a faim. Un enfant qui a faim, tout simplement. Prenons un exemple simple. Un enfant qui a faim. Imaginons Adam, par exemple, hein, ou Caroline. Il a 3 ans. Il devient grognon, irritable, il pousse un camarade sans raison, il pleure pour rien. Et souvent, dans un cadre scolaire, on ne sait pas s'il a pris son petit déjeuner ou si le repas du midi lui semble loin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce il ne sait pas dire: «J'ai faim», hein, il ne montre pas qu'il a faim. Et en plus, et plus on tarde à le comprendre et plus le comportement s'intensifie. Et donc voilà. Donc dans ce cas, le rôle de l'adulte n'est pas de corriger, mais d'identifier finalement la cause. La cause. Parfois, proposer un petit, verre d'eau, un temps de pause ou une petite transition douce suffit à apaiser la tension, que cet enfant a. D'ailleurs, c'est toujours bien d'avoir, des petits goûters dans l'école si c'est possible, ou que les parents apportent quelque chose pour justement, éviter ce genre de problématique, comportementale à cause de la faim. Mais bon, c'est là et ça arrive. Donc Montessori dirait: «Cherchons la cause, pas la faute». Et oui, et en fait, peut-être qu'on pourrait rajouter à cela: «Cherchons la solution, pas la punition». Hein, donc ça aussi, il faut réfléchir à tout ça. Mais ça, on en parlera, plus tard. Deuxième exemple, par exemple, l'enfant fatigué. Alors, une autre situation, la fatigue. Prenons par exemple Lina, elle a 4 ans. Allez, c'est Lina, elle a 4 ans. Vers 11 heures, elle s'effondre sur la table, renverse le matériel, elle boude, elle refuse toute proposition. Ce n'est pas un manque de respect, c'est un corps qui dit: «Stop, je suis fatigué». Heu, alors ça serait l'interprétation qu'on pourrait faire en observant. Donc la fatigue, qu'est-ce qui se passe quand il y a la fatigue? Ben, il y a la fatigue qui empêche l'enfant de réguler ses émotions. Il ne sait plus gérer la frustration, ni écouter l'autre, ni se concentrer, tout simplement. Et plus on lui demande d'obéir et plus il se ferme, parce que c'est souvent le cas, hein, plus on fait face à, peut-être de l'opposition, des cris, des pleurs, des roulements par terre, enfin on peut arriver à toutes sortes voilà, de comportements. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la clé, c'est la prévention. Donc déjà, ça serait bien de la prévention. Mais souvent, on peut pas on peut pas, voilà, surtout quand on est professeur, voilà, c'est pas toujours facile. Donc anticiper les moments de fatigue. Ensuite, ajuster, les attentes, hein. Donc il faut c'est-à-dire que nos attentes à nous, parfois, quand les enfants sont très fatigués, et ben, on pourra se dire: tu sais quoi? On va faire ça demain. Ça sera beaucoup mieux, ou dans 2 jours ou la semaine prochaine. La vie est longue, c'est pas la fin du monde si aujourd'hui il est fatigué. C'est un peu comme nous, quand on est fatigué, ben, on va pas se pousser non plus. Il faut se reposer, n'est-ce pas? Donc un enfant, c'est pareil, encore plus, justement. Et donc ajouter nos attentes par rapport au comportement. Donc si un jour il peut pas faire les activités qu'on avait mis en place pour cet enfant-là en particulier, ben, c'est pas grave. Il le fera demain ou après-demain ou la semaine prochaine, c'est pas la fin du monde. Et donc, offrir un coin calme, une pause sensorielle, une activité apaisante, ou même, si possible, avoir un petit coin où l'enfant peut se reposer et dormir éventuellement, si c'est possible. Donc par exemple, ici on parlerait de bienveillance et de fermeté. Donc je vois par exemple, hein, je dis un exemple, je vois que tu es fatigué, je ne te laisse pas jeter le matériel, mais tu peux aller te reposer au coin calme 5 minutes ou 10 minutes ou l'après-midi. Et bon,
Alors, on n'a pas forcément besoin de le dire parce que moi, j'ai déjà eu l'expérience où les enfants, bah, ils étaient très, comment dirais-je, contrariés quand on leur dit: «Mais tu es fatigué?» Ils te disent: «Mais non, je ne suis pas fatigué». Donc là, c'est pas grave, on ne dit rien, on n'a pas besoin de le dire, mais on peut dire: «Bah, tiens, regarde, tu viens avec moi, on va s'asseoir à côté du petit lit, on va lire une petite histoire ensemble et puis tu peux te reposer, sur le petit canapé, sur la petite chaise en lisant un petit livre si tu veux». Donc ça, c'est de la bienveillance et puis en même temps, on n'est pas non plus dans la confrontation parce qu'on sait très bien que de toute manière, l'enfant, il va automatiquement avoir un comportement, pas forcément bienveillant étant donné que, sans être à l'écoute étant donné que, bah, il est fatigué, tout simplement. Et donc c'est à la fois, donc voilà. Donc ensuite, hein, je vais vous donner un autre exemple. Donc l'enfant agressif ou, dans le rejet. Donc, il y a des comportements plus intenses, ceux qui nous désarment par exemple, hein. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont désarmants. Heu, donc on va te donner un exemple, un enfant de 5 ans. Il refuse tout. Il rejette les autres enfants, il dit non à tout, parfois même il tape. Donc ça peut arriver et l'adulte se sent impuissant. Et oui, on est dans ces cas-là, dans l'impuissance et on a l'impression de se dire: «Mais comment je vais y arriver avec cet enfant-là?» Alors ici, il faut se rappeler que le comportement n'est pas le problème, c'est le symptôme. Voilà, hein. Donc un enfant agressif n'est pas méchant en soi, hein, et on n'est pas méchant. Il se protège, peut-être. Il a souvent une peur cachée, un besoin de contrôler ou un sentiment d'injustice. Donc voilà. Donc la première étape, c'est de séparer l'émotion de l'acte. Et souvent, nous, même en tant qu'adultes, on peut très bien réagir et alors que finalement, il faut toujours être, comment dirais-je? On va dire, mature en se disant que voilà, cet enfant-là, heu, il y a un petit souci, il exprime un comportement qui peut en effet cacher donc une émotion, forte, hem qui qu'on pourrait éventuellement après identifier. Mais bien sûr, faire attention à ne pas prendre le comportement d'une manière très personnelle. Ça, c'est pas nécessaire, hein. Voilà, de bien prendre sa distance et de juste faire une constatation. C'est une information, en fait. Il faut voir le comportement comme une information et non pas comme, «Ah, il est comme ça, il fait ça pour m'embêter, je réagis, pouf, pouf». Parce qu'en fait, finalement, on va nulle part dans ces cas-là et autant pour nous que pour l'enfant ou pour toute autre personne qui est à côté, finalement, ça n'apporte pas de valeur quelque part, hein. Donc, on pourrait très bien, confirmer. Donc je vois, par exemple, donc, c'est tout simplement, par exemple, un enfant qui frappe. Heu, si voilà, un enfant qui frappe, l'enfant, qui va se mettre à frapper, il f idéalement, il faut l'arrêter tout de suite parce que s'il met en danger les autres et soi-même, il faut arrêter tout de suite la situation et faire une constatation. Là, je vois que tu frappes, on ne frappe pas en classe, car tu peux te faire mal à toi-même et à ton ami. Ça, c'est strictement interdit. Voilà, juste purement et simplement pour, le bien-être de tous les enfants, hein. Il faut absolument arrêter le comportement, qui peut donc engendrer, une blessure, tout simplement. Donc ça, il faut l'arrêter tout de suite. Heu et donc ensuite, une fois que l'enfant qu'on a, arrêté le comp juste tout simplement arrêté de frapper, il faut attendre que le cerveau se calme un petit peu pour pouvoir, voir où ça en est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est mis à frapper? Et ensuite vraiment chercher le sens de cette colère. Donc, heu, moi je sais que j'aime beaucoup et j'aime bien faire un peu, on va dire l'avocat quoi. Et donc je pose toujours plein de questions. J'ai: «Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as frappé?» Et souvent, on pose énormément de questions et on arrive, même si l'enfant ne parle pas beaucoup,
on arrive toujours à des réponses et souvent, il y a des raisons pour lesquelles l'enfant, a frappé. C'est que l'autre enfant a pris son jouet sans demander, c'est que l'autre a tiré ses cheveux, on ne l'a pas vu, c'est que, l'autre enfant a provoqué chez cet enfant, quelque chose qui et lui ne sait pas gérer autrement que de frapper, de donner une claque parce que, ben, voilà, c'est comme ça qu'il réagit quand il est frustré. Et dès l'instant où on voit la cause, eh bien, personnellement, j'appelle toujours l'autre enfant et donc je vais décortiquer tout ça et souvent on arrive à, «Ah bah oui, je m'excuse» et cetera. Et alors après, il y a tout un apprentissage derrière, et ça peut prendre à peu près, on va dire 2 mois à 6 mois pour que l'enfant arrête de taper. Et donc moi, je le fais avec des jeux de rôle en particulier pour montrer et démontrer comment gérer nos émotions quand on est frustré, si un enfant vient et ne pose pas la question, «Est-ce que je peux prendre ton jouet s'il te plaît?» ou autre. Donc ça, c'est un autre je pourrais faire je pourrais, éventuellement élaborer un peu plus longuement, quand, sur une autre session. Donc voilà. Alors je vais m'arrêter aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé et donc je vous remercie à tous et c'était ma première fois, de faire ce live stream. Donc n'oubliez pas de vous souscrire et si vous avez, donc si vous pouvez me contacter sur mentorstory.com et vous pouvez prendre une séance. Je fais des accompagnements personnalisés, je fais des accompagnements aussi dans les écoles pour mettre en place Montessori et à la maison également. Donc vous pouvez me contacter, et vérifier regarder mon site internet. J'arrive même plus à parler. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.